Bien, bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous voir arriver si nombreux, parce qu'aujourd'hui est un jour de grande concurrence sur la place parisienne à propos de l'Afrique. Il y a une grande manifestation avec la CEMAC. Et il y a aussi un grand événement à Marseille. Plusieurs de nos amis qui sont descendus pour Energy Valley. Donc il y a le grand événement annuel de la coopération entre start-up françaises, européennes et africaines. Et puis à Doha, c'est dans 2 jours, et ben je connais les ambassadeurs qui sont partis à Doha, donc c'est la raison pour laquelle ils ne sont pas là. Mais bon, on est heureux de vous accueillir. Et aujourd'hui, donc, cette 11e conférence des ambassadeurs africains à Paris est consacrée à la biodiversité, à sa préservation, à l'action en particulier du monde privé, c'est-à-dire des entreprises, pour contribuer à cette préservation. Et l'idée en revient à notre ami Jean-Michel Huette, qui est partenaire Bearing Point, responsable, enfin chargé de l'Afrique et du développement international. Et c'est aussi le sponsor, je le dis, je l'assume de le dire en toute transparence, parce que si il n'y avait pas des entreprises privées pour sponsoriser des initiatives telles que celle-ci, eh ben, ces initiatives n'existeraient tout simplement pas. Voilà, et parmi les personnalités que nous accueillons aujourd'hui, il y a le ministre conseiller, M. Pierre Ngolo, qui est conseiller académique à l'ambassade du Gabon, et qui représente ici et maintenant son Excellence l'ambassadeur Liliane Mara-Massala, donc qui est déjà une habituée des conférences, puisqu'elle est déjà venue 2 fois. Ensuite, une grande nouveauté, c'est que nous accueillons le Brésil. L'Afrique se projette jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique. D'ailleurs, monsieur le ministre conseiller m'a dit tout à l'heure qu'au Brésil, on considère souvent que le Brésil est un pays africain. Peut-être qu'il nous dira pourquoi tout à l'heure. Et donc, c'est monsieur André Maciel qui représente l'ambassadeur, son Excellence Neiva Tavares. Parmi les panélistes experts, donc j'ai cité Jean-Michel, ensuite il y a M. Guillaume Neveu, qui est directeur de iCare Bearing Point, et qui sera l'intervenant le plus long. Alors il faudra être patient, parce qu'il va lui nous présenter en détail l'étude, mais bon, ça va bien durer 20 minutes. Il y aura un peu d'image, puisqu'il y a une projection de slides, mais ceux qui réussiront à maintenir leur attention jusqu'au bout, pour réclamer, comment ils appellent ça sur LinkedIn, un skill, un diplôme de complément skill, voilà, compétence skill. Bon, bref. Et il y aura aussi une projection vidéo, mais courte, de 6 minutes, de M. Leonardo Furca Werneck, qui est l'expert brésilien de iCare, et où il va nous parler de la biodiversité. En fait, il introduira la présentation fine de l'étude par Guillaume. Voilà. Je vais dire un petit mot sur... alors, tout le monde n'est pas encore arrivé, mais nous avons à peu près une dizaine de diplomates parmi nous. Je vous transmets un mot d'excuse de l'ambassadeur français Didier Lebret, qui est le préfigurateur de la future Académie diplomatique française. Vous savez, enfin, la plupart d'entre vous savent qu'il y avait, jusqu'à il y a quelques années, une académie diplomatique Avenue Hoche, qui avait été créée du temps de la SDN, en 1920, Société des Nations. Et puis là, elle a expiré, si on peut dire, il y a 6-7 ans. Et donc, le projet que porte l'ambassadeur Lebret est d'en créer une autre, une nouvelle, et ce projet pourrait aboutir à l'automne de l'année prochaine. Et je salue l'arrivée de Olivier Debray. Bonjour Olivier. Et de Adi, notre photographe. Merci. Et bon voilà, il a une obligation familiale de dernière heure, mais son assistante ou sa Sherpa, je ne sais pas trop, Maëlle Partouche, est parmi nous ou va arriver, donc vous pourrez toujours échanger avec elle tout à l'heure.
pendant le cocktail qui se tiendra au 3e étage. Je dis ça pour les nouveaux. Quoi encore? Alors nous avons perdu donc la présence de M. Lebrun, mais on l'invitera à nouveau pour nous parler de son projet d'académie. Mais en contrepartie, nous allons accueillir quelqu'un qui n'était pas dans la liste que je vous ai envoyée ce matin. C'est M. Saisho Yuta, qui est premier secrétaire de l'ambassade du Japon. Donc l'ambassadeur de l'Union des Comores devrait arriver, le chargé d'affaires du Maroc, premier conseiller du Congo, premier secrétaire du Mozambique, premier secrétaire de la RD Congo, le conseiller des affaires politiques d'Italie, et Ibrahim Abba, qui est là, qui fait partie de la délégation sénégalaise à l'UNESCO. Voilà pour la rapide présentation. Celui qui parle le premier, c'est notre ami brésilien, c'est Monsieur le ministre Maciel. Vous pouvez ou vous installer à la table, ou venir parler au pupitre, comme vous voulez. Bonsoir à tous, à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être ici aujourd'hui. Je voudrais remercier M. Mignot pour l'invitation. Je voudrais aussi saluer mes collègues qui vont faire des présentations aujourd'hui et le public qui est venu ce soir. C'est un plaisir pour le Brésil d'être objet d'une édition de la conférence des ambassadeurs africains. Et c'est le très bon moment pour le Brésil parce qu'on retrouve les politiques environnementales qu'on a eues et on est en train de développer beaucoup de projets dans ces domaines, surtout sur la biodiversité. Le défi de la protection de la biodiversité ne doit pas être uniquement une priorité des gouvernements nationaux. Affronter ces problèmes exige nécessairement un esprit de coopération internationale ainsi qu'un engagement de la société civile, de la communauté scientifique et bien entendu des entreprises. Je vais avoir 5 parties dans ma présentation. La première, il s'agit de le Brésil et la biodiversité. Le Brésil est un pays exceptionnellement riche en biodiversité en raison de sa vaste étendue géographique, englobant une diversité de climats et d'écosystèmes. Son immense territoire abrite une variété de biomes tels que la forêt amazonienne, les pantanales, la savane du Cerrado et la forêt atlantique, chacun caractérisé par des conditions environnementales uniques. De plus, la topographie variée du pays, composée des montagnes, des plaines et des cours d'eau, offre des habitats diversifiés propices à l'évolution et la préservation de nombreuses espèces. La politique de conservation et les efforts déployés pour protéger les écosystèmes fragiles ont également contribué à maintenir la richesse biologique du Brésil, faisant de lui l'un des pays les plus biodiverses au monde. Le Brésil abrite une part significative de la biodiversité mondiale avec des estimations suggérant qu'il héberge environ 10 à 15% de cette biodiversité de toutes les espèces connues. Cela inclut une vaste gamme d'espèces végétales et animales dont beaucoup sont endémiques du pays, c'est-à-dire qu'elles ne se trouvent nulle part ailleurs dans le monde. C'est pourquoi le Brésil est fermement déterminé à enrayer et à inverser la perte de biodiversité en ramenant à près de zéro la perte des zones de grande importance en matière de biodiversité, y compris l'Amazonie, d'ici à 2030. À cette fin, le gouvernement travaille avec détermination au niveau national, régional et international. La deuxième partie sur laquelle je voudrais vous parler aujourd'hui se relationne aux résultats des politiques internes au Brésil pendant 2023.
Au niveau national, en janvier dernier, le gouvernement brésilien a annoncé des mesures pour renforcer la capacité d'action contre le déboisement illégal et d'autres crimes environnementaux dans le biome amazonien. Les plans d'action pour la prévention et le contrôle de la déforestation en Amazonie, qui est parvenu à réduire la déforestation en Amazonie légale de près de 80% entre 2004 et 2012, a été recréé. Le Fonds national de l'environnement a également été réactivé pour promouvoir l'utilisation durable des ressources naturelles. De plus, des mesures pour faciliter l'application d'amendes environnementales et restreindre l'orpaillage illégal dans le biome amazonien ont été annoncées aussi. Le Brésil travaille pour réduire la déforestation en renforçant sa capacité de surveillance et les organismes d'application de la loi. Les mesures comprennent également l'amélioration des conditions de vie de la population locale pour soutenir la protection de nos biomes, notamment des personnes les plus dépendantes de la nature. Ceci a eu pour résultat, rien que dans les 8 premiers mois de 2023, une chute de 48% de la déforestation en Amazonie. Ce sont des nombres publics. Les dernières données diffusées par l'Institut national de recherche spatiale indiquent que la superficie faisant l'objet d'alerte de déforestation en Amazonie a diminué 42,5% de janvier à juillet 2023 par rapport à la même période de l'année précédente. Entre août 2022 et juillet 2023, la réduction de la déforestation effectivement constatée a été de 22% par rapport à la période précédente, 2021-2022. Si l'on prend en compte uniquement le mois de juillet 2023, qui est le pic de la saison sèche, plus propice au déboisement, la diminution a été de 66% par rapport au même mois en 2022. Parallèlement à ces mesures de commandement et de contrôle, nous nous efforçons de promouvoir des alternatives durables. La socio-bioéconomie joue un rôle important dans la promotion des objectifs de développement durable et dans la résolution de problèmes tels que le changement climatique, la sécurité alimentaire et la santé humaine. Pour assumer ces rôles, il est important que les produits, le service et la socio-biodiversité aient accès au plus grand nombre de marchés possibles. La suppression des mesures qui faussent le commerce international et la préservation de l'accès au marché ont une importance fondamentale pour la protection de l'environnement. Et par l'inverse, il sera essentiel d'explorer de nouvelles voies de coopération avec nos voisins et nos partenaires traditionnels pour soutenir ces plans et d'autres mesures importantes que le président Lula adoptera pour protéger l'environnement. Troisième partie, le sommet de Belém et la coopération régionale. Belém est la capitale de l'État de Pará, dans le nord du Brésil, dans l'Amazonie, qui a reçu un sommet en août dernier de l'organisation du traité de coopération amazonienne. Il sera aussi le siège de la COP 30 dans des années. Nous avons réuni à Belém les leaders de 8 pays amazoniens pour débattre de l'avenir du biome amazonien. Nous avons adopté la déclaration de Belém qui a établi un programme de coopération solide dans un large éventail de sujets allant de la lutte contre les activités illégales jusqu'à la promotion d'une économie durable pour nos écosystèmes forestiers. L'accord prévoit une coopération dans 16 domaines, je les cite. Renforcement institutionnel de l'organisation du traité de coopération amazonienne, ville amazonienne, parlement amazonien, sciences, éducation, innovation, connaissances et entrepreneuriat dans l'Amazonie, surveillance et coopération en matière de gestion des ressources d'eau, changement climatique, protection des forêts et des zones côtières amazoniennes, des écosystèmes vulnérables et de la biodiversité, coopération en matière policière, judiciaire et de renseignement dans la lutte contre les activités illicites dont les crimes environnementaux, infrastructures durables
économie pour le développement durable, santé, sécurité et souveraineté alimentaire et nutritionnelle, protection sociale, droits humains et participation sociale, reconnaissance des cultures locales amazoniennes et finalement coopération diplomatique. Ce sont les 16 parties du plan de la OTCA qui a été lancé en août dernier. En relançant la coopération régionale, la déclaration établit de nouvelles instances et initiatives dans le cadre de l'OTCA, notamment l'Alliance amazonienne de lutte contre la déforestation à partir des objectifs nationaux, tels que l'objectif brésilien de zéro déforestation à l'horizon 2030. Pour renforcer l'application des législations forestières et éviter que les biomes amazoniens n'atteignent le point de bascule. Nous sommes convaincus que cet ambitieux programme nous mettra sur la bonne voie pour éviter que l'Amazonie n'atteigne son point de bascule et soutiendra la mise en œuvre des objectifs nationaux de zéro déforestation. Quatrième point, la coopération internationale en général. Nous sommes également engagés à renforcer la coordination et la coopération avec d'autres pays en développement. Nous avons signé à cet égard les communiqués Unis pour nos forêts, qui a également été signé par l'Indonésie, la République du Congo, la République démocratique du Congo et Saint-Vincent et les Grenadines. Cette déclaration est ouverte à l'adhésion d'autres pays forestiers en développement. Le Brésil a d'ailleurs invité ces pays à la signer. On attend d'autres pays qui vont joindre la déclaration d'ici à la fin de la COP qui commence demain. Ce communiqué expose nos positions communes sur des sujets particulièrement importants pour les pays en développement dans les négociations multilatérales environnementales, inclut un appel aux pays développés à honorer leur engagement, à aider financièrement le pays en développement et condamne les mesures unilatérales qui créent des entraves au commerce international. Les pays signataires ont décidé de promouvoir un dialogue avec les autres pays en développement possédant des forêts tropicales en vue d'une action coordonnée à la COP 28 du climat et la COP 16 de la Convention de la diversité biologique et à d'autres conférences internationales. Finalement, le cinquième point, le multilatéralisme, le cadre mondial de la biodiversité, qui est le sujet plus précis aujourd'hui. Le Brésil a traditionnellement contribué de manière constructive à la formation des consensus qui ont permis d'avancer dans les négociations multilatérales. La Convention sur la biodiversité est née au Brésil. Elle fut l'un des principaux résultats de la conférence de Rio en 1992. Lors de ces discussions, le Brésil a toujours joué un rôle de bâtisseur de ponts entre les pays développés et ceux en développement. Cette vocation à dégager des consensus s'explique en grande partie par des intérêts nationaux complexes, découlant d'une société qui connaît la pauvreté et d'autres carences sociales, mais aussi des progrès économiques, technologiques, industriels et agricoles indéniables. En tant que pays possédant la plus grande biodiversité du monde, le Brésil est pleinement engagé à mettre en œuvre le cadre mondial de la biodiversité de Kunming à Montréal, dans le cadre de la Convention sur la diversité biologique, qui comprend 23 objectifs visant à stopper et à inverser la perte de biodiversité. Pour cela, il est fondamental de répondre aux besoins des pays en développement, en particulier des pays mégadivers. Pour le Brésil, le principal défi à la mise en œuvre de la Convention est l'insuffisance de moyens adéquats. Le nouveau cadre établit pour objectif que les flux financiers internationaux provenant des pays développés à destination des pays en développement, y compris l'aide officielle au développement, atteignent le montant de 20 milliards de dollars par an d'ici à 2025 et de 30 milliards de dollars par an à l'horizon 2030. En conclusion, le Brésil considère que les multiples défis de l'Amazonie ne seront relevés de manière consistante qu'au
moyens d'incitation encourageant les activités durables, créant des emplois pour les économies locales et favorisant le maintien, la récupération ou l'amélioration des services écosystémiques, à l'instar des filières de la bioéconomie, qui valorisent les savoirs traditionnels associés de peuples autochtones et de communautés locales et encouragent l'innovation. Le Brésil est pleinement engagé dans la conservation de l'Amazonie et de la protection de la biodiversité et reste conscient que l'esprit de la solidarité doit guider la mise en œuvre de nos engagements environnementaux. Le Brésil et les pays africains partagent des défis liés à la conservation et à l'utilisation durable de la biodiversité. Nous espérons ainsi que nos pays pourront continuer à agir de manière coopérative dans les diverses organisations et les forums environnementaux multilatéraux dont ils font partie, tels que la CDB et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification, entre autres. L'action conjointe avec des pays en développement est fondamentale pour renforcer la position défendue par le Brésil, selon laquelle les débats et négociations dans les forums et organisations multilatérales environnementales doivent être guidés par la perspective tridimensionnelle du développement durable, qui prend en compte le développement économique et social et les responsabilités historiques dans la dégradation environnementale, notamment celle des pays développés. En tant qu'actuel président du groupe des pays mégadivers de même esprit, le Brésil espère renforcer la coordination des positions du groupe. Il sera fondamental de s'assurer les ressources nécessaires pour les pays en développement et d'avancer en ce qui concerne le respect par les pays développés de leurs obligations. Nous espérons également dynamiser la coopération SUSU sur les échanges de bonnes pratiques pour la mise en œuvre au cadre mondial de la biodiversité. Et en ce sens, je félicite les organisateurs pour cette conférence d'aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre, de votre intervention, où nous apprenons avec joie que le Brésil est de retour dans l'engagement pour la préservation de la biodiversité et aussi tout ce qui va avec, c'est-à-dire la lutte climatique, bien sûr. Je salue l'arrivée parmi nous de Monsieur Étienne Giros, président du CIAN, qui est ici au premier rang. Le CIAN, qui est donc le Conseil français des investisseurs en Afrique, qui est d'ailleurs excellemment représenté, puisqu'il y a Jean-Michel Huette, président de la commission électronique, informatique, digitale, PSG, Pierre-Samuel Gage, président de la commission RSE. RSE et biodiversité, on n'est pas loin, enfin c'est des thèmes assez cousins, on va dire. Donc maintenant, on va changer de méthode d'expression. On va regarder une vidéo de 6 minutes. Paul, si tu es prêt, de monsieur Leonardo Furquim Werneck, qui est un expert brésilien de la biodiversité, qui travaille avec Guillaume, monsieur Guillaume. Et puis donc il y a Christine Jouan-Bruno, madame Christine Jouan-Bruno, présidente de l'association Femmes de Demain, qui vient d'arriver également. Et qui va faire un peu la présentation, l'introduction, on va dire, de ce que va développer ensuite Guillaume Neveu en détail. Tu lances oui. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, je voudrais vous remercier d'être venus à notre réunion, d'être présents là, un événement organisé pour nous permettre de parler d'un sujet qui est si cher, non seulement au Brésil, mais à tous les pays méridionaux du sous-global. Et pas seulement parce que nous parlons ici d'un besoin évident de préserver notre patrimoine naturel, puisque la vie de notre planète dépend de l'équilibre des services écosystémiques. Mais surtout parce qu'il s'agit d'une question de plus en plus stratégique dans le contexte de développement de ces pays.
De plus en plus de voix s'élèvent pour remettre en cause un modèle de développement traditionnel, basé sur l'utilisation irrationnelle des ressources naturelles. Ils préconisent l'intégration de ce capital naturel dans un nouveau modèle de développement économique et social pour ces pays. C'est un modèle de forêt permanente, de pied. C'est dans ce contexte-là que nous vous apportons des informations, des données qui peuvent vous aider à comprendre non seulement la pertinence de cette question pour des pays comme le Brésil, mais aussi la manière dont les entreprises privées peuvent participer activement à la construction de ce nouveau modèle de développement, équilibré d'un point de vue social, d'un point de vue environnemental et rationnel d'un point de vue économique. Ce n'est pas secret pour personne que le Brésil joue un rôle important dans l'agenda mondial de la biodiversité, pas uniquement en raison de l'Amazonie, qui représente près de 60% du territoire pollué, mais surtout en raison de la méga diversité biologique du pays, qui abrite environ 20% des espèces naturelles de la planète, réparties sur différents biomes sur l'ensemble du territoire brésilien, de la savane aux forêts tropicales. On parle beaucoup au niveau international de l'Amazonie et des attaques qu'elle a subies ces dernières décennies sous forme de déforestation. Mais on parle peu des autres biomes brésiliens qui sont tout aussi régulières et qui sont déjà à des stades avancés de dégradation. J'en mentionne deux ici. La forêt atlantique, qui couvre une grande partie de notre littoral, qui abrite environ 40% de la population brésilienne, ce qui ne possède aujourd'hui que plus de 7% de sa couverture végétale d'origine. Et le Cerrado, ou bien la savane brésilienne, un immense bassin hydrographique se trouve dans la région centrale du pays, et donc une région stratégique pour l'agro-industrie, qui a vu une grande partie de ses réserves naturelles, en particulier sa végétation, remplacée au cours des 40 dernières années par l'agriculture, et surtout par la monoculture du soja, dans le pilier de notre économie actuellement. Cette économie repose essentiellement sur l'agro-industrie. Il y a 4 secteurs principaux qui sont de plus en plus demandés, non seulement par le marché international, mais aussi par le marché local. 70% de la viande produite au Brésil, par exemple, est consommée par les Brésiliens. Contrairement à la sylviculture, à la production de soja ou à l'exploitation minière, dont la production est principalement destinée à l'étranger. Au cours des 2 dernières décennies, la demande croissante de soja, de bois, de minerais de fer, pour ne citer que quelques exemples, a rapidement accéléré la dégradation de l'environnement, en particulier de nos forêts et de nos aquifères. C'est dans ces contextes-là que la question de la préservation de l'environnement gagne de plus en plus de terrain dans le pays, amenant le gouvernement principe les locaux à s'y pencher sur cet agenda avec plus de soin et d'attention, en lançant des actions qui préconisent un meilleur équilibre entre l'exploitation des ressources naturelles et la maintien de l'équilibre des services de l'écosystème. Il convient de noter, bien évidemment, par exemple, que le gouvernement fédéral est en train de mettre à jour ses stratégies et son plan d'action en faveur de la biodiversité, en procédant à une vaste consultation publique avec les autres acteurs concernés, en particulier les peuples originaires et les populations locales. De même, le secteur privé est appelé à contribuer, et pas uniquement en raison de la complexité croissante de la réglementation, mais dans le changement d'attitude des investisseurs, qui sont de plus en plus attentifs à l'impact direct de l'affectation de leurs investissements. Mais surtout, parce que les entreprises elles-mêmes perçoivent de plus en plus les risques économiques associés à la perte de biodiversité et l'impact sur leurs activités. Le Conseil brésilien des entreprises pour le développement durable, le SABES, la branche locale du Conseil mondial des entreprises pour le développement durable, a renforcé ce programme auprès des principales entreprises du pays. Environ 60% du GDP du pays a désormais des représentants au SABES. Et ce sont ces entreprises qui s'y réunissent pour partager leurs expériences et pour développer des solutions qui soient reproductibles à des défis communs. Certaines de ces entreprises sont très dépendantes des services systémiques, ce qui explique leur rapidité d'action. C'est le cas de Suzano, par exemple, un producteur de cellulose, ou bien de Natura, un producteur de cosmétiques. Deux des entreprises les plus engagées dans l'agenda de la biodiversité et qui ont progressé dans la structuration de solutions et d'alternatives pour transformer leur business model
de manière à avoir un impact moindre sur l'équilibre des services écosystémiques là où elles opèrent. Mais les effets sont nombreux et certains secteurs nécessitent une analyse plus approfondie, une meilleure compréhension de leurs impacts et de leur dépendance au capital naturel. L'élevage, la production de soja, des maïs, et le secteur minier sont quelques-uns des secteurs qui ont encore un long chemin à parcourir. C'est en termes de connaissances, c'est pour ces secteurs-là qui cette étude a été élaborée. Sur la base des informations et des analyses contenues dans cette étude, les entreprises dans le territoire brésilien et un élément stratégique de leur activité auront accès à une vision plus claire de la manière d'intégrer ces opportunités associées à l'agenda de la biodiversité dans leur secteur, contribuant aussi à la construction d'un agenda de développement durable pour les pays, un agenda qui préconise le capital naturel comme pièce clé du modèle de développement social, économique et environnemental. Merci beaucoup à tous. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, Bon, bis repetita, mais bon, ça va aller quand même. Alors, maintenant, c'est Jean-Michel Huette. Ah non, pardon. C'est Guillaume Neveu qui va nous expliquer en détail le contenu de l'étude. Venez. Qui parle de la biodiversité, bien sûr, mais aussi de l'action des entreprises, et qui est très expert. Voilà. Alors, Paul, l'appareil pour zapper les diapos. Bonjour à tous. Donc, merci encore d'être là aujourd'hui. Donc, je suis Guillaume Neveu, fondateur d'Aiker, donc un cabinet de conseil en environnement qui a rejoint le groupe Bearing Point il y a maintenant un an. Et pourquoi Ouais, merci. Pourquoi nous sommes là aujourd'hui? C'est parce qu'effectivement, on est présent au Brésil avec Leonardo maintenant depuis déjà plus de 10 ans, et que Aiker a été pionnier sur les sujets de biodiversité, qui est aujourd'hui un thème qui prend de plus en plus d'importance, mais dans le terme de conseil aux entreprises, ça fait plus de 10 ans qu'on accompagne les acteurs à la fois en France et à l'international sur ce sujet. Alors, je ne sais pas comment on peut lancer les slides pour lancer la présentation. Voilà, super, impeccable. Donc, on est là pour vous présenter, alors pas en détail, mais on va justement présenter les principaux éléments d'une étude qu'on a réalisée ensemble avec Aiker et Bearing Point, donc qui vient d'être publiée sur la biodiversité et le Brésil, et sur comment en fait ce sujet est aujourd'hui un sujet majeur en fait pour les entreprises européennes. On a eu le point de vue, et ça a été très bien expliqué par Monsieur le ministre des autorités au Brésil. On a eu le point de vue quelque part via Leonardo aussi de ce qui se passe avec les entreprises brésiliennes sur le terrain, mais les entreprises européennes, de manière générale mondiale, des pays développés, sont aussi en prise directe en fait sur ce sujet-là. Et donc notre rôle, à travers cette étude, c'est d'arriver à faire le lien justement entre ces entreprises européennes et ce qui se passe sur le terrain, à plusieurs niveaux. Un premier niveau qui est un niveau de la compréhension, comme ça a été rappelé, des enjeux qui sont majeurs, encore une fois au Brésil, qu'on va retrouver aussi dans d'autres pays africains, mais en termes de poumons et de richesse, donc des enjeux majeurs pour la planète, mais aussi des enjeux pour les entreprises elles-mêmes, on va y revenir, dans quelle mesure elles sont exposées finalement à travers leur chaîne de valeur en amont. On a vu le rôle exportateur du Brésil donc dans la consommation des entreprises, et porter à connaissance en fait le cadre et les outils qui se sont multipliés ces dernières années et même ces derniers mois pour en fait aider les entreprises à justement s'emparer de ce sujet pour coopérer finalement avec les acteurs brésiliens pour contribuer en fait à l'érosion, à l'enrayement de l'érosion de la biodiversité. Donc voilà pour l'objectif de cette étude. Alors pourquoi en fait c'est un enjeu pour les entreprises de manière générale? J'aurais tendance à résumer ça par une image qui est celle de scier la propre branche sur laquelle on est assis. C'est-à-dire qu'en fait, une entreprise a un certain nombre d'impacts, donc c'est le fameux schéma en fait impact et dépendance qui aujourd'hui est repris par les principaux cadres réglementaires. Toute activité économique
a des impacts sur la biodiversité. On a parlé de déforestation, c'est évidemment le sujet le plus évident qui vient à l'esprit, mais à travers les pollutions, à travers la diffusion des espèces invasives, la surexploitation des espèces en particulier, on a tout un tas d'impacts sur le milieu naturel et sur le vivant. Or, en fait, l'activité économique est fortement dépendante de ces milieux vivants, et donc là c'est le volet dépendance, c'est ce qu'on appelle les services écosystémiques qui sont rendus par la nature en fait aux entreprises, et donc on se retrouve finalement à dégrader ce dont on a besoin. Donc c'est ce schéma d'impact et de dépendance qui est encore une fois repris dans les principaux cadres aujourd'hui. Alors au Brésil, ça a été dit, et là c'est pour résumer en fait ce qu'il en est, au-delà de la déforestation qui est évidemment l'enjeu principal, il y a tout un tas d'autres pressions, encore une fois, au-delà de la déforestation qui appauvrissent la biodiversité, et donc il y a tout un sujet sur comment on peut enrayer et réduire ces pressions, avec, comme dans d'autres domaines, et ça a aussi été rappelé, un volet environnemental qui doit fortement être combiné avec un volet social. C'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai au Brésil, où en fait ces milieux naturels, mais aussi dans d'autres pays, sont fortement intégrés avec des communautés locales et des populations aussi indigènes. Donc là, on a un véritable sujet aussi de justice sociale, c'est-à-dire transition environnementale, mais justice sociale. Et enfin, pour rappeler que la biodiversité est aussi un formidable atout dans la lutte contre le changement climatique, on pense notamment aux poumons que représente la forêt, et donc on n'est pas à opposer biodiversité et changement climatique, on est bien sur des sujets qui sont liés de plus en plus fortement. Donc ça c'est pour rappeler ces enjeux-là. Alors pourquoi c'est une actualité et pourquoi ça prend un essor important au point de vue des entreprises? C'est qu'en fait il y a de plus en plus en fait de cadres aujourd'hui qui s'imposent aux entreprises, soit volontaires, soit réglementaires, au niveau international et au niveau européen, qui aujourd'hui mettent les entreprises des pays développés, principalement en Europe, sous tension pour expliquer, reporter sur les actions qu'ils mettent en place, en fait, pour réduire leurs impacts, réduire leur dépendance. On a retrouvé les deux schémas qu'on a vus précédemment, et expliquer, en fait, comment ils luttent contre les risques pour eux-mêmes que représente cette perte de biodiversité. Alors, il y a aussi un niveau national. On a eu hier la 3e stratégie nationale pour la biodiversité qui a été développée, qui a été présentée par le ministre. Donc voilà, on a aussi un échelon national qui se rajoute à ça. Mais on voit qu'on a un arsenal, et ça c'est tout récent, qui explique pourquoi les entreprises aujourd'hui se préoccupent de la biodiversité comme ils se sont préoccupés du climat, je dirais, ces 7 dernières années. Alors, non pas pour dire qu'ils se sont bien préoccupés du climat, mais en tout cas avec un cadre qui devient de plus en plus normé pour s'emparer du sujet. Alors là aussi, maintenant, si on en vient un peu concrètement sur comment les entreprises peuvent s'emparer de ça, il y a une démarche là aussi qui miroite celle du climat, et c'est le conseil qu'on donne en fait à nos clients, qui est bien de tout le travail qui a été fait sur le changement climatique, d'aborder le même type de démarche pour maintenant intégrer la biodiversité dans leur stratégie. Premièrement, arriver à évaluer et mesurer. Alors là, on a une bonne nouvelle, c'est qu'en fait, de la même manière qu'il y a un bilan carbone qui a pu être développé, et donc on est capable aujourd'hui de calculer en fait un bilan carbone en tonnes de CO2 équivalent, il y a aujourd'hui des méthodes auxquelles on a fortement contribué chez Aker pour compter de la même manière la biodiversité, s'exprime en unité qui s'appelle le kilomètre carré équivalent MSA, et donc on est capable, pour une entreprise, de calculer combien de biodiversité elle a abîmé par an. Donc ça, c'est pour cette première étape-là, d'évaluer et de mesurer. On a des outils, aujourd'hui, concrètement, pour faire un bilan biodiversité d'une entreprise. La deuxième étape, c'est comme pour le climat, de s'engager dans des réductions qui sont alignées avec les objectifs globaux. Alors tout à l'heure, dans le chapeau, il y a l'objectif de Montréal Coming qui existe, qui n'a pas pu être chiffré complètement faute de consensus sur les indicateurs. Mais clairement, l'étape maintenant, c'est de s'engager dans des réductions, la déforestation, l'occupation des sols, la consommation d'eau. Et là aussi, la bonne nouvelle, c'est que de la même manière que pour le climat, il y a un cadre, on peut notamment citer Science Based Target for Nature, qui en fait définit des règles pour les entreprises. Et nous, on accompagne les grandes entreprises françaises, dont par exemple Carrefour, c'est public, à justement, et précisément aussi sur le sujet brésilien, à se donner des objectifs de réduction de leur pression sur la biodiversité
en amont de la chaîne de valeur, sur l'ensemble de leurs achats dans le monde entier. Voilà, une fois qu'on a défini des objectifs chiffrés, et c'est ce que pas mal d'entreprises sont actuellement en train de faire, il s'agit d'aller encore plus loin et de transformer concrètement son business model et ses manières de faire. On prendra un exemple assez précis sur des outils de traçabilité par la suite, au-delà de ces engagements, je dirais un peu généraux. Comment on fait sur le terrain pour améliorer les choses? On va donner un exemple. Et enfin, j'en ai parlé, c'est très important et très concret pour les entreprises. Le cadre européen de reporting, donc qui s'appelle la CSRD et qui s'impose à tous, a 3 chapitres dédiés au sujet de la biodiversité, donc sur lequel, sur un certain nombre d'indicateurs, les entreprises européennes doivent maintenant reporter à la fois leurs impacts actuels, leurs actions pour réduire ces impacts, et dans quelle mesure ça représente un risque ou une opportunité pour eux. Donc ça, c'est au niveau européen. Et au niveau global, et ça c'est important parce qu'on a ce cadre qui s'appelle la TNFD, Task Force for Nature Related Disclosure, Financial Disclosure, qui s'impose en fait aux acteurs financiers qui financent l'ensemble des entreprises pour eux aussi reporter sur dans quelle mesure les entreprises dans lesquelles ils investissent font des efforts de réduction d'impact. Voilà, on a une palette d'outils, ça peut vous sembler compliqué, mais c'est la réalité aujourd'hui des entreprises européennes qui doivent mettre en œuvre ces nouveaux outils qui sont sortis ces derniers mois. La TNFD, c'était en septembre à New York. Voilà, alors de manière concrète, et je finirai, je dirais, là-dessus, au-delà de tout ce programme, je voulais faire un zoom sur quelque chose qui est vraiment emblématique en fait de ce lien qu'on cherche à établir entre d'un côté les entreprises européennes, je dirais à l'autre bout de la planète, et ce qui se passe sur le terrain au Brésil. Et donc c'est le sujet de la traçabilité. Comment être sûr en fait que le produit qui est vendu dans un supermarché a, pour simplifier les choses, pas occasionné de déforestation. Comment on fait pour remonter le long de la chaîne de valeur? Donc là, on a évidemment tout un tas d'objectifs liés à cette traçabilité qui va d'abord se dire comment je peux capter justement les pratiques des agriculteurs ou des exploitants ou des acteurs miniers sur le terrain, comment je peux le piloter, et ça, suivant que mon fournisseur n'est pas forcément un fournisseur direct, mais le fournisseur de mon fournisseur, le fournisseur de mon fournisseur de mon fournisseur, donc comment j'arrive à établir cette chaîne, et enfin, comment je peux communiquer et prouver, moi entreprise face à mes consommateurs, face aux ONG, que les produits que j'ai vendus, finalement, n'ont pas occasionné, pour simplifier, de déforestation. Encore une fois, il y a plein d'autres pressions. Donc ça, c'est vraiment l'objectif de la traçabilité, et pour ça, il faut définir, évidemment, le produit qu'on va regarder. On va se concentrer sur ce qui s'appelle aujourd'hui notamment des produits à fort risque. Donc au point de vue de la biodiversité, ils sont définis notamment par des organisations comme le WWF, qui listent une quinzaine de produits considérés comme à fort risque pour la biodiversité. Et là-dessus, il peut être intéressant du coup de remonter la chaîne de valeur, d'impliquer l'ensemble des fournisseurs, éventuellement des tierces parties, des partenaires locaux qui peuvent aider à monitorer des projets d'amélioration sur le terrain, des bailleurs, on le verra avec l'exemple de la KfW tout à l'heure, se poser la question des données qu'il faut remonter, parce que au-delà du rêve un peu orwellien de se dire on va tout monitorer, ce n'est pas possible. Il faut se dire quelle est l'information que je vais remonter tout le long de la chaîne de valeur précise, qui va exactement me garantir qu'il n'y a pas eu d'impact ou qu'il y a une réduction d'impact. Je travaille sur qualifier qu'est-ce que je veux remonter par ce système-là. Et enfin, il y a tout un tas de sujets de choix de technologie. Il y a des développeurs de technologies de traçabilité qui ont maintenant émergé ces 2-3 dernières années. Ils sont tous en phase de test. Il s'agit aussi de trouver la bonne technologie qui se déploiera. Alors, ça c'est de manière générale. Pour donner un exemple très concret d'un client qu'on accompagne, donc, qui est Carrefour, que vous retrouverez aussi dans le rapport sur le sujet, qui évidemment a un sujet notamment sur le volet animal de vente de bœuf en France et ailleurs en Europe, avec une vraie difficulté, en fait, c'est ce qu'on appelle le phénomène des jumping causes, c'est-à-dire qu'en fait que le bœuf qui est acheté à une exploitation, en fait, n'a pas passé toute sa vie dans cette exploitation-là, mais a été élevé dans une autre ferme, etc. Et donc, il est important, si on veut vraiment savoir si la nourriture, par exemple, qui a été donnée
à cet élevage bovin n'a pas occasionné de déforestation, qu'on soit capable de tracer en fait l'ensemble de parcours du bœuf. Et donc là, Carrefour a mis en place un certain nombre de solutions technologiques pour capter, en combinant des systèmes d'observation géomonitoring, en posant des questions à des fournisseurs indirects, en publiant des alertes sur ce qui peut se passer sur les zones d'approvisionnement, à contrôler de plus en plus, je dirais finement, ce qui se passe sur sa chaîne d'approvisionnement. On en est encore au début, aux phases pilotes, mais c'est la démarche dans laquelle on a pris l'exemple de Carrefour, mais globalement les grands industriels et distributeurs européens sont en train de mettre en place pour contrôler leur impact sur la chaîne de valeur au Brésil. Alors, je voulais juste finir avec un exemple qui était justement mis en place par Lennart, qui est dans la salle ici, par BearingPoint, donc qui a aujourd'hui le rôle d'accompagner tout un tas d'entreprises européennes à justement mettre en place des solutions de traçabilité de manière très concrète. Donc là, c'est un exemple au Brésil justement de co-développement entre BearingPoint, la KfW et la Fondation aussi pour l'Amazonie durable. Donc on parlait d'acteurs à intégrer pour mettre en place des solutions de ce type-là. C'est important que, en général, c'est pas l'entreprise tout seul qui est capable de faire ça dans son coin, qui a du coup mis en place des technologies innovantes et notamment le blockchain pour être capable de tracer des flux de marchandises, en particulier en Amazonie, et donc de pouvoir rendre compte à travers des QR codes et tout un tas de systèmes de l'exact trajet de ces marchandises-là du point d'arrivée au point de départ. Donc voilà ce que je voulais vous dire à la fois du plus général au plus détaillé, à l'exemple le plus détaillé. Aujourd'hui, iCare et BearingPoint offrent à leurs clients une vision globale pour à la fois saisir les enjeux. On a parlé de quantification des impacts, les localisations sur justement les hotspots biodiversité, que ça soit, et pour parler de Carrefour, on travaille sur l'Afrique comme sur le Brésil, ça fera aussi le lien sur la suite, il n'y a pas que le Brésil, faire le lien avec ces hotspots-là, et derrière, se donner des objectifs de réduction, et pour pouvoir suivre si ces objectifs sont atteints, mettre en place des outils de traçabilité qui vont permettre de monitorer en fait la réduction de cet impact. Voilà, merci beaucoup pour votre attention, et je passerai la parole à Jean-Michel. Bon, merci Guillaume pour cet exposé très dynamique. Et finalement, moi j'ai suivi jusqu'au bout. Je pense que beaucoup de gens sont témoins. Donc, j'étais presque déçu parce que je pensais que ça allait durer plus longtemps. Bon. Alors, je salue l'arrivée de Stéphane Decane, le secrétaire général du CIAN, qui décidément est un bloc présent avec nous. Donc, je vais passer la parole maintenant à Jean-Michel Duette, partenaire BearingPoint, chargé de l'Afrique et du développement international, le président de la commission numérique du CIAN, et il va nous faire traverser l'Atlantique. On va passer du Brésil à l'Afrique. À toi, Jean-Michel. Merci Alfred et bonjour à tous. C'est toi qui nous avais dit d'être rapide, Guillaume et moi, donc on a fait court et on va faire court. Et moi j'aurais que deux slides à vous présenter pour faire un rôle de passeur et vous faire passer effectivement du Brésil à l'Afrique. Donc je pense que voilà. Ah non, je suis dans le mauvais sens, évidemment. J'avais une chance sur deux. Voilà. Deux sacs un peu géographiques. Pourquoi on fait traverser l'océan et il y a un véritable enjeu, c'est qu'effectivement on a beaucoup parlé du Brésil et plus globalement de la forêt amazonienne. C'est la forêt amazonienne, la plus grande forêt tropicale au monde. C'est 20% de la biodiversité mondiale. Donc c'est pas que le Brésil, il y a aussi quelques autres pays, mais on voit que c'est une zone clé. Et quand on parle des forêts tropicales, qui sont des vraies sources de biodiversité, il y en a trois grandes dans le monde. Bien sûr, la forêt amazonienne. Bien sûr, ce qu'il y a aussi en Asie du Sud-Est, mais entre les deux, il y a la forêt du bassin du Congo. C'est 10% de la biodiversité mondiale sur 6 pays. Et c'est pour ça que c'est aussi intéressant de faire ce parallèle entre la forêt amazonienne, le Brésil et l'Afrique, en dehors des liens que vous aviez évoqués entre le Brésil et l'Afrique. C'est aussi parce que c'est l'autre grand poumon du globe et c'est l'autre grande source de biodiversité. Et si on va même un peu plus loin dans l'analyse, nous sommes dans le bassin du Congo, dans le
plus gros puits de carbone au monde. Répartis sur 6 pays, que vous voyez ici, on a des représentants de plusieurs pays, tout de suite après moi, le représentant du Gabon va pouvoir s'exprimer. On est au cœur, véritablement, dans ces 6 pays, au bassin du Congo, au cœur de la biodiversité. On parle de 11 000, même c'est plus de 10 000, 11 000 espèces végétales différentes, dont 3 600 sont endémiques, donc n'existent que dans le bassin du fleuve du Congo. La moitié, quasiment la moitié des plantes médicinales au monde sont dans cette zone. La moitié. C'est aussi plus de 800 espèces de mammifères, dont 425 qui sont endémiques. Plus de 1000 espèces d'oiseaux, près de 2000 espèces de poissons. Donc on voit qu'on est dans une richesse, une biodiversité absolument clé. Malheureusement, un peu comme on l'a vu dans le cas du Brésil, il y a des menaces associées à ces zones. Elles sont citées en dessous, et je pense qu'elle ne vous surprendra pas, ce sont celles aussi qu'on voit au Brésil, qui sont liées à la fois à l'agriculture, au braconnage, à la déforestation, du pillage de certaines ressources, aussi à l'augmentation de la population. C'est aussi une zone très dynamique démographiquement, c'est peut-être aussi une différence avec l'Amérique latine. Nous sommes dans une des zones au monde où la croissance démographique reste importante, et notamment dans ces pays-là. La République démocratique du Congo, j'étais à Kinshasa la semaine dernière, je rappelle, c'est le plus grand pays francophone au monde, et sa population ne va cesser de croître. J'ai travaillé, monsieur le représentant du Gabon, au Gabon il y a une dizaine d'années, en des espèces de 10 ans, la population a doublé. Donc on est aussi dans cette dimension-là importante, dans cette zone qui est aussi cette croissance démographique absolument effrénée. Mais donc on est bien, même comme pour la forêt amazonienne, au cœur de cet enjeu de la biodiversité. Et c'était l'idée de se faire ce parallèle, et c'est quand on a discuté avec Alfred cet été de cette conférence, de faire ce parallèle entre ce qui se fait au Brésil, qui a quelques avancées intéressantes, et de voir tous les enjeux aujourd'hui en Afrique. Et je pense que tous nous allons avoir droit à l'explication sur le cas gabonais. Merci à tous. Merci Jean-Michel. Le Gabon, vous ne le savez pas tous, mais c'est 267 000 km², dont 88% de forêt. Autant dire que le Gabon n'a pas attendu notre conférence pour se mettre au travail. Dès après l'indépendance, il y a eu des lois de réglementation pour la protection de la biodiversité. Et donc, monsieur le ministre Pierre Ngolo, conseiller académique de son Excellence Liliane Mara-Massola, ambassadeur du Gabon, va nous raconter ça un peu en détail. Monsieur le ministre, si vous voulez venir, ou si vous préférez rester assis, c'est comme vous voulez. D'accord. Bien, merci Monsieur Mignot de permettre ici que je m'exprime au nom de Madame l'ambassadeur qui n'a pas pu être de vôtre parce qu'empêchée. Elle se prépare sur d'autres chantiers diplomatiques à travers la France. Là, elle va devoir aller sur Bordeaux où elle va installer notre consul honoraire. Et en dehors de ça, bien d'autres, un agenda un peu très chargé. Elle me charge donc de vous dire toutes ses excuses. Monsieur Mignot, à tous ses collègues qui n'ont pas pu se présenter, vous leur direz la même chose, qu'elle n'a pas pu être là, mais qu'à cela ne tienne, je suis là portant sa voix. Merci encore une fois de nous permettre donc de nous exprimer sur cette question d'importance capitale. Importance capitale parce que parler de la biodiversité des forêts, c'est faire allusion à ce qui nous permet de vivre sur Terre. Et donc, il est donc question, d'après ce qui est l'exemple du Brésil, d'après d'autres exemples, d'après d'autres interlocuteurs qui sont passés avant moi, que tous nous saisissions l'importance de préserver les forêts, les trois principaux bassins qu'il y a au monde, le Brésil, le bassin amazonien qui est le plus grand, suivi de celui du Congo et du Bornéo-Mékong en Asie du Sud-Est. Alors, parler donc au nom du Gabon, et ça j'ai envie de dire, même parler du bassin du Congo, je ne vais pas beaucoup m'aventurer à parler de l'ensemble du bassin, parce qu'il y a certaines réalités dans d'autres pays que je ne maîtrise certainement pas, mais il y a une réalité, c'est que nombreux ne savent pas ce que c'est que le bassin du Congo.
il nous arrive au cours des conférences, dès qu'on a fait allusion, mais nombreux sont surpris de savoir qu'il existe un bassin aussi important que celui, un peu à moindre mesure, mais aussi important que celui du Brésil, d'Amazonie. Si les gens ne peuvent pas avoir une idée du bassin du Congo, combien connaissent ce qu'est le Gabon? Je commencerai donc par vous parler du Gabon. Le Gabon, c'est un État, bien sûr, situé dans le bassin du Congo, entouré d'autres États du bassin du Congo, un tout petit pays de moins de 300 000 km², M. Mignon l'a dit, c'est 267 000 km², avec une population qui avoisine aujourd'hui environ 2 500 000 habitants. Ça fait 15% des forêts tropicales de l'ensemble du bassin du Congo, avec une vaste réserve forestière de faune et de flore, faite d'essences forestières diverses parmi les plus importants du monde. Nous avons la plus forte couverture forestière donc, de la zone en tant qu'État. Notre pays, vous l'avez rappelé, est couvert de 88% de forêt. Alors, d'abord, à notre niveau, à quoi nous sert cette forêt? Avant de penser à ce que notre forêt serve de poumon du monde, de poumon à permettre au monde de vivre. Nous, pour notre pays, c'est d'abord une opportunité économique. À travers nos forêts, eh bien, on peut faire de l'agriculture, on peut mener beaucoup d'exploitations forestières qui rapportent énormément à notre budget. C'est donc des atouts économiques importants, des opportunités économiques très très importantes, auxquelles s'ajoute le développement du tourisme, parce que vous en doutez, nous disposons de la nature. Dans notre nature, on a conservé une bonne partie de notre biodiversité et du territoire national consacrée à l'humanité. Nous avons 13 parcs nationaux intouchables qui sont consacrés entièrement à l'humanité. Cela donc appelle qu'il y ait des espèces qui ne sont jamais touchées, des espèces à la fois de végétation, mais aussi d'animaux, et qui attirent des touristes. Nous sommes donc en train de vouloir faire de manière que notre forêt soit également une opportunité touristique qui permettrait au monde entier de venir voir que fait le Gabon pour permettre à l'humanité de continuer à respirer. Alors, mais comment nous parvenons, au niveau du Gabon, à faire de sorte que notre biodiversité continue de servir de poumon du monde? Eh bien, cela passe tout d'abord par une réglementation, un arsenal juridique qui date depuis les indépendances, vous l'avez rappelé, conçu en termes de plusieurs lois, textes de loi, qui permettent aujourd'hui de bien gérer la politique environnementale du Gabon. Ces lois partent des années 1972 et s'améliorent au fur et à mesure. Nous disposons également d'un cadre institutionnel bien élaboré et qui est comme une stratégie nationale comprise dans des programmes de stratégie de développement qui sont conçus sous forme de plans. Nous avons un plan opérationnel qui s'appelle le plan opérationnel Gabon vert, le plan climat et la stratégie nationale de développement durable. Ce sont là les dispositions institutionnelles qui nous permettent de conserver une bonne partie de notre forêt intacte, encore une fois, pour le bien de la planète. Cette politique est bien entendu menée au niveau institutionnel par le ministère en charge de l'environnement, qui est le même, qui s'intéresse également au plan d'affectation des terres pour les besoins de l'agriculture, qui s'intéresse bien évidemment à l'environnement et à tout ce qui est conservation de la nature. Le Gabon donc, nombreux le savent certainement, se positionne dans la sous-région d'Afrique centrale comme chef de file
de la lutte contre les changements climatiques. Grâce à sa vision et à sa politique cohérente en matière de préservation des forêts et de la biodiversité dans le bassin du Congo, le Gabon a mis à disposition de l'humanité, je l'ai dit, 13 parcs naturels, dont 2 classés patrimoine mondial de l'UNESCO. Le pays compte parmi les plus positifs en matière de carbone au monde et sert le reste de l'Afrique et le reste du monde en gardant une partie de ses forêts intactes, je l'ai déjà dit. À l'origine, un certain débat qui s'est posé dans la sous-région, eh bien le débat aujourd'hui n'est plus que partagé par les Gabonais, mais au niveau de la sous-région, d'autres initiatives telles que celles menées par le Gabon sont partagées avec d'autres États de la sous-région, en particulier le Congo-Brazzaville, la RDC, le Cameroun et la Guinée équatoriale qui font une partie de la grande forêt du bassin du Congo. Au niveau national, certains d'entre vous ont certainement été à Libreville au cours de cette année, en début d'année, où s'est tenue la 6e édition du One Planet Summit. Ce sommet entièrement dédié aux forêts tropicales, qui s'est tenu donc du 1er au 3 mars 2023 à Libreville, bien sûr sous la coordination des chefs d'État de France et du Gabon. Dans ses fondements, ce sommet a été donc mené à son terme. Ce sommet s'est terminé donc par une déclaration globale qui s'est appelée le plan de Libreville. Qu'est-ce que c'est le plan de Libreville? C'est un cadre de valorisation du rôle de puits de carbone forestier face au dérèglement climatique, de recherche de solutions durables pour protéger les forêts tropicales. C'est également un accord juste entre la communauté internationale dont dépend la préservation des puits de carbone, de biodiversité et l'ensemble des pays forestiers qui souhaitent légitimement concilier leur ambition de développement et les enjeux de protection de l'environnement. Le plan de Libreville est également un mécanisme encourageant la communauté internationale à accompagner les pays forestiers par l'aide au développement, de manière à récompenser leurs efforts à l'équilibre de la planète. Il s'agit également d'une initiative inconditionnelle de protection de la nature qui a permis d'envisager des partenariats pour la conservation positive dotés d'un premier budget déjà disponible de 100 milliards d'euros sur les réserves vitales de carbone et de biodiversité. À Libreville, on a décidé également que ce soit un mécanisme de rémunération des pays exemplaires via les certificats biodiversité. C'est aussi un projet scientifique, le plan de Libreville, qui est emblématique, consistant à mesurer la balance nette de séquestration de carbone et à cartographier à l'arbre près les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité des 3 bassins forestiers, celui d'Amazonie, celui d'Afrique et celui d'Asie de l'Est, d'Asie du Sud-Est plutôt, dans les 5 prochaines années. Enfin, le plan de Libreville est une stratégie économique visant à créer 10 millions d'emplois d'ici 2030 dans les activités liées à l'exploitation durable des forêts, et une série des premiers engagements concrets est en cours. Évidemment, nous avons été invités ici à suivre la grande communication de l'expert sur les forêts brésiliennes. Mais en quoi la gestion de la forêt brésilienne inspire-t-elle les politiques africaines? Ça a été démontré qu'aujourd'hui, la forêt d'Amazonie a effleuré un danger. N'eût été le fait que les entreprises aujourd'hui et que les décideurs du monde entier s'attellent présentement à sauver cette biodiversité. Alors cela a attiré l'attention des pays du bassin du Congo qui s'en ont inspirés et ont mis en place des politiques
pour ne pas tomber dans les mêmes travers qu'a vécu le Brésil, avec une exploitation tous azimuts qui n'a pas tenu compte de la conservation et qui aujourd'hui explique en partie le réchauffement climatique qui nous expose donc à ces changements qui sont décriés par le monde entier, par le monde scientifique. C'est également cette forêt, cette dégradation de la forêt du Brésil qui a inspiré une bonne partie d'Afrique, notamment celle du Sahara et du Sahel, qui ont un projet qui a démarré depuis quelques années, le projet de la Grande Muraille Verte, qui va du Sénégal à l'extrême ouest, à Djibouti à l'extrême est. C'est en cours, les États se déploient à faire de sorte que cette partie d'Afrique soit dotée à nouveau d'une grande forêt et qui va donc appuyer celles qui existent à présent pour continuer à alimenter le monde en oxygène. De son côté, le Congo-Brazzaville, pour parler d'autres initiatives qui se prennent de la même manière, le Congo-Brazzaville a pris 2 initiatives dernièrement. Depuis 2017, il y a ce chantier, ce qu'on appelle le Fonds bleu pour le bassin du Congo. Le Fonds bleu, qu'est-ce que c'est? C'est un enjeu planétaire important, porté par un fonds international de développement qui vise à permettre aux États de la sous-région, du bassin du Congo justement, de passer d'une économie liée à l'exploitation de forêts à une économie s'appuyant davantage sur les ressources issues de la gestion des eaux, notamment celles de fleuves. Une autre initiative portée par le Congo-Brazzaville, ça c'est récent, certainement y ont été, ça s'est déroulé du 26 au 28 octobre dernier, c'est le dernier sommet de Brazzaville, qui est un sommet qui a réuni les décideurs des 3 bassins biologiques, des 3 bassins de grande diversité du monde, encore une fois l'Amazonie, le bassin du Congo, le Bornéo, Mekong, à Brazzaville donc, qui ont continué les réflexions sur les possibilités de sauver la nature à travers la préservation de la biodiversité des forêts tropicales. En conclusion, au regard des enjeux planétaires et de nombreux défis environnementaux, dont particulièrement le réchauffement climatique, il est plus qu'important que l'ensemble des gouvernements du monde, par le jeu de la coopération internationale, mais également les acteurs publics et privés, les ONG, les sociétés civiles, s'organisent à l'échelle régionale et mondiale par des actions concertées et des engagements forts en vue de mettre en place des politiques innovantes devant aider la régénération de la biodiversité des grands bassins forestiers et partant œuvrer de manière collective à la sauvegarde de l'ensemble des écosystèmes d'Amazonie, du bassin du Congo et d'Asie du Sud-Est. L'avenir de l'humanité et l'équilibre écologique du monde en dépendent. Merci. Faire des questions-réponses. Comme on est un peu en avance, exceptionnellement, on va donner la parole au public. On va ouvrir les questions-réponses. Et Jean-Michel a encore quelque chose à vous dire. Et donc moi, je te propose, si tu veux, d'animer la séquence questions-réponses, puisque Bernie Pote est co-auteur largement de la conférence. D'accord ? Et moi, je vais passer le micro. Dans le message à caractère informatif que je voulais vous donner, mais j'en profite, comme ça, réfléchissez à vos questions. N'oubliez pas, avant d'aller au pot de tout à l'heure, à la sortie, pour ceux qui ne l'ont pas pris, vous avez le livre blanc donc, de l'étude que nous venons de mener sur la biodiversité au Brésil,
Et aussi, vous aurez un petit cadeau. On s'est dit, un petit goodies en souvenir, ça peut être sympathique. Et c'est un crayon de papier. On va dire, bon, un crayon de papier, bien. Pourquoi? Mais c'est un crayon de papier biodiversité. Parce que vous verrez, vous avez des petites graines au-dessus du crayon de papier que vous pouvez planter. Et donc, si vous le faites, réellement, vous contribuerez à la biodiversité. C'est un petit cadeau clin d'œil. Est-ce qu'il y a des questions? Ah monsieur, merci, c'est toujours la première qui est difficile. Olivier Sedbeau, société Crypsys. Je suis spécialisé dans la cybersécurité et le management de l'innovation. Ma question va à monsieur de Bearing Point, malheureusement, j'ai pas... Guillaume Neveu, monsieur Neveu. Monsieur Neveu, est-ce que vous pouvez me donner un tout petit peu de détails sur l'utilisation de la technologie du blockchain dans la traçabilité des diverses sources d'approvisionnement, ce qui peut être aussi étendu sur d'autres réflexions, sur d'autres produits un peu sensibles comme ça en Afrique? Merci. Alors, merci pour votre question. Donc, c'est pas moi l'expert technique sur le sujet, donc je vais me permettre, ça tombe très bien, puisqu'on a Lénart qui est avec nous dans la salle. Si on peut lui passer le micro, effectivement, pour répondre sur comment la blockchain... voilà. Ouais, merci. Bonsoir, bonsoir à tous. Cette question, est effectivement, Lénart Cohen, c'est le manager de Bearing Point, et on a mis en place des solutions blockchain de traçabilité des fonds en Afrique et de traçabilité de biens au Brésil, à Manaus, avec la KfW, Banque de développement allemande. Le rôle de la blockchain dans la traçabilité, quand on regarde la complexité d'une chaîne de valeur et la multitude d'acteurs impliqués dans la gestion de ces différents maillons de la chaîne de valeur, la question se pose qui entre la donnée, qui possède la donnée, qui gère la donnée et toute la gouvernance de la donnée derrière. Donc cette question se pose toujours et la blockchain peut offrir un élément de réponse à cette question. C'est qu'on stocke la donnée pas de manière centralisée à un seul maillon ou une seule organisation, mais la donnée est stockée de manière décentralisée, distribuée auprès des différents acteurs impliqués autour de la gestion de cette chaîne de valeur. Donc il y a ce potentiel d'adresser ce point de qui gère et qui possède la donnée. Ça peut venir avec d'autres défis. Donc vous, experts de la cybersécurité, vous en connaissez peut-être. Mais ça, c'est en gros l'idée. Qu'est-ce qui peut apporter la blockchain? C'est la décentralisation, la distribution de la donnée, y compris le stockage, la gestion, l'accès, la gouvernance. Alors la question est, est-ce que c'est nous qui gérons toute la chaîne? Par définition, ça c'est toute l'idée de la blockchain, c'est qu'il n'y a pas une seule entité qui gère toute la chaîne, mais c'est que la gestion de différentes données est distribuée par les différents acteurs. Donc si nous, Bearing Point, avec iCare, on met en place des solutions blockchain au Brésil, c'est pas nous qui gérons, c'est nous on met en place avec des partenaires comme au Brésil c'était la FAS, la Fundação Nacional Centavo, désolé pour l'accent, ensemble avec la KfW qui a financé derrière. Mais à la fin, l'idée, c'est qu'il y a peut-être d'autres entités locales. Au Brésil, c'était des organisations étatiques locales qui installent aussi une copie de cette donnée parce qu'ils sont impliqués dans ces chaînes de valeur d'envoi des produits, dans les communautés de la forêt amazonienne, et qui chacun possède et gère donc une partie des données. Donc la gestion distribuée de la donnée. Nous, Bearing Point, à la fin, on ne gère pas. Merci Lénart pour cette réponse précise. Pour une première question qui était très pointue, ça met le débat à bon niveau. Nous sommes preneurs d'une question, monsieur, au milieu. Voilà, ça continue, c'est le même rang. Bonsoir à tous, je m'appelle Romain Devries, une question pour monsieur Huet de Bearing Point. Je crois que c'est lui qui mentionnait tout à l'heure l'importance du rôle des entreprises dans la protection de la biodiversité. Je travaille pour un cabinet de recrutement qui s'appelle Elsa Africa, et spécialisé sur l'Afrique, et on constate depuis plusieurs années maintenant que nos clients, entreprises françaises, internationales, africaines, portent énormément d'importance chez les candidats qu'on sélectionne à la sensibilité écologique. Et nous, ça nous va très bien parce qu'on est à fond dedans. Elsa, en fait, le nom du cabinet tire son nom d'une nouvelle de Jean Genot qui s'appelle L'homme qui portait des armes. Donc vraiment, ça nous tient à cœur. La question, c'est que nous, on fait ça à notre petit niveau. Est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen d'améliorer, enfin de renforcer cette collaboration entre les entreprises et les acteurs du recrutement pour essayer de généraliser tout ça?
Très certainement, et je pense que ce que vous dites dans un sens est aussi vrai dans l'autre, après les autres pourront compléter, c'est que je pense qu'aussi, notamment les jeunes générations, sont aussi attentives de travailler dans des institutions, publiques ou privées d'ailleurs, qui sont aussi sensibles à ces questions-là. Donc nous, on le voit avec Guillaume, ne serait-ce que dans le même de recrutement au sein de Bearing Point ou d'ICARE, ces questions-là sont aussi des questions qui font sens et qui motivent les jeunes à venir dans nos institutions. Donc je pense que ce que vous dites est valable dans les deux sens. C'est à la fois pour vous un élément important de sensibilité dans les recrutements, mais je pense que c'est aussi vrai pour les futurs recrutés. Peut-être juste si je peux compléter, il y a un sujet de sensibilité, donc d'intérêt mutuel des deux parties, à la fois l'entreprise et le candidat et le cabinet recruteur qui est au milieu, d'avancer là-dedans, mais surtout aussi une question d'expertise. Et c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué. C'est-à-dire que devant la croissance des besoins aujourd'hui des entreprises dans différents domaines, la biodiversité, on en parle, comprendre comment un système vivant fonctionne, c'est pas si simple que ça. Donc on a un véritable sujet d'ajustement aussi des capacités de formation et des écoles pour ouvrir suffisamment de masters ou de cursus qui permettent de répondre aussi à la nouvelle demande. Donc ce sont des profils aussi qui sont non seulement sensibles, mais qui doivent être experts. Et là, on a un sujet quand même de rareté de la ressource aussi en ce moment. Guillaume a passé assez vite, vous le verrez dans le livre blanc. Aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de normes qui existent, de méthodologies autour de ces sujets-là, effectivement. Et il faut les maîtriser parce que ce n'est pas quelque chose d'intuitif et qui s'invente. Donc il y a un vrai souci de compétences, je suis tout à fait d'accord. Autre question dans la salle? Alors désolé pour ceux qui sont à distance, je pense pas qu'on puisse prendre leurs questions, mais allons dans la salle. Bonjour, moi c'est Samy Delacroix, je suis encore étudiant et j'ai eu la chance de venir grâce à Monsieur Mignot. Dans le cadre de ma formation, on a reçu les grands cabinets d'audit et justement il était question de l'audit extra-financier et il était justement question du CSRD. Et lorsqu'on avait posé la question au grand cabinet d'audit, il n'avait pas été en mesure de nous donner les indicateurs clés que les entreprises allaient devoir délivrer au marché. Et donc je voulais savoir, Monsieur Neveu, est-ce que vous avez une idée des KPI, donc des indicateurs clés que les entreprises vont devoir délivrer au marché dans le cadre de ces audits extra-financiers? Oui, alors c'est un peu compliqué à résumer uniquement parce je vous ai parlé tout à l'heure de 3 chapitres entiers qui traitent de sujets en lien avec la biodiversité. Donc en fait, on a quand même une multitude d'indicateurs. Donc c'est pas un indicateur, mais c'est, pour prendre des exemples, les entreprises vont devoir reporter en fait les mètres carrés occupés non seulement en direct, je dirais par leur magasin et leur usine, par exemple dans les pays développés, mais aussi sur l'ensemble de leur chaîne de valeur, l'ensemble des produits qu'ils vendent occasionne une occupation des sols cumulée, je dirais, sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Donc ça, c'est un exemple, les mètres carrés occupés, les mètres carrés déforestés, qui vont devoir reporter sur ce type de choses, et non seulement de manière générale, mais aussi en fait dans des zones particulièrement sensibles, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement de faire des additions, mais aussi de savoir où est-ce que ces mètres carrés ont été consommés. Donc là, on voit qu'il y a un vrai besoin de technologie pour être capable de mettre en place ça. Voilà, c'est sur le volet un peu classique, je dirais, autour de l'affectation des sols, on en a beaucoup parlé, c'est quand même un des sujets principaux concernant la biodiversité. Il y a aussi tout ce qui est consommation d'eau. Consommation participe à l'assèchement, et donc là aussi, c'est non seulement la consommation d'eau, mais dans des zones de stress hydrique. Voilà, on a, je dirais, une 50aine d'indicateurs qui vont devoir être déroulés, développés, pour nourrir un reporting qui sera... Alors, c'est une tâche un peu compliquée pour les entreprises, il ne faut pas mésestimer les choses. Alors, ça ne va pas se faire en une année, il y a une sorte de feuille de route sur 3 ans pour essayer de s'approcher de ce qui est requis par cette réglementation. Et j'en profite pour faire de la pub, puisque jeudi prochain, le CIAN organise avec la commission RSE, dont l'animateur, le président est ici, une conférence pile sur ce sujet. Donc allez sur le site du CIAN et inscrivez-vous. Voilà, c'est la partie pub. Encore une question? Alors il y a une là, et Stéphane, quand on parle du CIAN. Oui, quand on parle du CIAN, voilà la clé. Bon, j'ai une question pour Monsieur le ministre, Monsieur Mignot. Tout à l'heure, en présentant le sujet, je crois que Jean-Michel a dit que la forêt, enfin la partie forêt tropicale représentait 80% de la surface du Gabon. C'est un pays de 2 millions d'habitants aujourd'hui, 2,5 millions d'habitants, qui a doublé en 10 ans. Donc va se poser le problème de l'emprise de la population en extension sur la forêt, forcément.
comment on peut en même temps conserver le poumon, un poumon d'oxygène, comme vous l'avez très bien dit, pour l'humanité, et en même temps répondre aux besoins qui va être présent, qui est celui de l'extension de la population et donc de l'emprise sur la forêt. Oui, merci pour la question. Allô, oui. Alors, merci pour la question. Évidemment, c'est une question essentielle. Il y a au Gabon, le Gabon, encore une fois, se positionne comme leader dans cette question de préservation de la nature, de l'environnement, de la biodiversité. Nous avons, au niveau gouvernemental, des dispositions qui encadrent ces questions. Il y a, au ministère en charge de l'environnement, un plan d'affectation des terres. Il y a des terres qui s'appellent des terres communautaires, qui sont réservées aux exploitations agricoles, aux travaux champêtres et consorts. Et il y a des forêts qui ne sont pas du tout touchées. En prévision justement de l'évolution de la démographie, on a pris un peu en avant la chose. On a pris à bras le corps cette question pour dire, c'est vrai que les besoins économiques existent, les besoins d'exploitation forestière, parce que nous sommes un pays grand producteur de produits forestiers, ces besoins existent, mais il y a une partie du pays qu'il ne faut absolument pas toucher. Ça représente à peu près 14% du territoire national, qui va rester intact tant que cette politique demeurera ainsi. Mais la question est bien vue, on s'en préoccupe, et ceux qui essayent, et même des sociétés qui peuvent s'installer chez nous, ont aujourd'hui obligation de commencer par faire une étude d'impact. Tant qu'il n'y a pas cette étude d'impact, eh bien, vous n'avez pas le droit de vous installer dans d'autres pays. Voilà donc à peu près en réponse que je peux dire. C'est vrai, la population ne peut pas, on ne peut pas interdire à ce que les exploitations, pour des raisons d'alimentation, pour des raisons de développement de l'agriculture, ne se fassent, mais ça se fait de manière très encadrée. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Moi, c'était très clair, mais... Je crois qu'on va passer de 88% à 14% de la surface en forêt. Mais non, pas tacitement, c'est pas assez mathématique de cette manière, c'est progressivement. Et si jamais une bonne partie est en train de toucher, on prendra des mesures innovantes pour faire de manière qu'il y ait une bonne partie qui soit préservée. Peut-être si je peux compléter, alors pas spécifiquement pour le Congo, mais de manière générale, c'est pas blanc ou noir. C'est-à-dire que là, quand on parle de conservation, on a aussi en France des zones de conservation dans un nombre de pays. Il peut y avoir des zones où coexistent en fait l'activité humaine et la forêt. Des zones de pratiques d'exploitation forestière durable qui justement ont un impact amoindri sur la forêt par rapport à des pratiques les plus conventionnelles. Donc ici on a parlé de conservation sur les 14%, c'est pas pour autant que le reste de la forêt est amené à disparaître. Voilà, c'est juste la précision. Alors il y a une question dans le fond, mais avant je vois qu'Étienne a le micro, donc... Oui, bonjour, c'est Étienne Giros, le président du CIAN, et alors j'ai deux questions. Tu ne mets plus le micro. La première, c'est je voudrais vous entendre, si ce n'est pas hors sujet, sur le sujet de la monétisation des forêts et donc de la capacité qu'elles ont de capter du CO2. Donc, d'après ce que je comprends, les forêts nouvelles plantées ou créées à partir de maintenant donnent lieu, peuvent être vendables ou donnent lieu à revenus et à ressources, et les forêts déjà existantes ne donnent pas lieu à ressources. Et il paraît que, me semble-t-il, c'est une revendication des pays comme le Brésil ou le Gabon, qui disposent de grandes forêts historiques, de pouvoir monétiser leurs forêts historiques. Et là, je crois qu'il y a un débat. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette question-là, qui est ma première? Et ma deuxième, je voudrais avoir une idée que je n'ai absolument pas du degré dans la déforestation de l'élevage. En quoi l'élevage déforeste, là, je comprends à peu près pourquoi ça peut déforester, mais quel degré? Est-ce que c'est epsilonesque, marginal ou réel? Et si je pose cette question, c'est qu'il y a eu il y a 15 jours un événement assez important. C'est que BNP Paribas, il y a une plainte déposée contre cette banque par des ONG assez actives, pour ne pas dire plus, parce qu'ils avaient acheté des bons
des obligations d'une société argentine qui est dans le domaine de la viande, qui elle-même a une filiale au Brésil qui produit de la viande, et que pour produire de la viande, il faut déforester. Donc, BNP Paribas, au 4e degré, s'est trouvé accusé d'écocide. Je ne sais pas que va faire le procureur, s'il va accepter la plainte ou pas, mais en tout cas, c'est un vrai problème pour les entreprises, donc je voulais savoir à quel degré cette histoire d'élevage abîme la forêt. Merci. Monsieur le ministre conseiller, peut-être Pardon. Oui, Sur le sujet des crédits carbone, je ne sais pas si Monsieur le ministre, vous voulez pour le Congo apporter un éclairage, ou si vous voulez que je... Pas précisément, mais nous savons que la forêt gabonaise, contrairement à ce que vous dites, dispose de beaucoup de carbone. Et sur le marché, il y a déjà un premier lot de crédit carbone au Gabon qui est en train d'être vendu et qui n'attend que d'être acheté. Et pourtant, nous sommes une forêt primaire, une forêt très ancienne, mais qui dispose, bien entendu, de plein de carbone dans le fond. C'est cela. Merci pour votre question. Sur la monétisation de la forêt, on pense au Brésil qu'on doit utiliser les mécanismes de marché au carbone qu'on a déjà utilisé dans la Convention du climat, par exemple. Sous le protocole de Kyoto, ça a bien fonctionné. Le mécanisme de développement propre, non? Et aujourd'hui, il s'appelle le mécanisme de développement durable, qui est prévu dans le livre des règles de l'accord de Paris, qui a été défini à Glasgow il y a des années. On pense que c'est un instrument très important à développer multilatéralement. Non? On voit parfois des initiatives qui sont unilatérales, et il y en a des bonnes et des mauvaises. La semaine dernière, le journal Le Monde ici à Paris a publié un article sur des initiatives mauvaises, mais il y en a aussi des bonnes initiatives pour développer le marché au carbone dans la Convention du climat. On pense que c'est le principal défi. Il y a beaucoup de pression pour développer des marchés de carbone alternatifs, mais parfois ce sont des initiatives qui ne répondent pas aux défis du pays en développement. Elles répondent parfois à des intérêts très précis du pays développé ou des agents précis dans les pays développés. Par l'autre question de l'élevage que vous avez mentionné et la relation avec la déforestation, au Brésil, on a une grande puissance de production de PQR, non, de agro-PQR. Et si vous voulez étudier d'où vient la viande qu'on exporte, ça vient 90% des zones qui n'ont rien à faire avec l'Amazonie ou des régions de déforestation. C'est vrai que la déforestation, parfois, est utilisée pour des zones qui sont complètement marginales par rapport à la production principale de viande au Brésil, mais l'image de toute la production est contaminée justement pour ces zones, c'est vrai aussi qu'il y en a. Mais c'est parfois des zones d'attente plus que des zones de production, d'attente pour le futur ou pour des producteurs qui ne sont pas dans le marché réglé par les lois. Mais pour la valeur qu'on produit au Brésil et on exporte, c'est totalement marginal. Ce sont des nombres publics aussi. Et finalement, on pense que le risque principal pour l'Amazonie, pour la forêt au Brésil et au monde, selon le GIEC, c'est le changement climatique. Non? On doit parler de ça. Si on continue le rythme du changement climatique qu'on observe aujourd'hui, même si on
fini avec la déforestation illégale, et on est en train de le faire au Brésil, ça ne suffit pas. C'est très simple, c'est ce que nous disent les scientifiques. Ce n'est pas une perspective brésilienne, c'est une perspective scientifique. On doit faire quelque chose, on doit limiter l'émission. Et on doit parler de ça, des transitions énergétiques, etc. Sans ces transitions, les forêts sont condamnées à disparaître. Dans quelques décennies, dans peu de décennies, c'est la science du climat, c'est 99,9% des scientifiques qui disent ça. Merci. Merci beaucoup. Guillaume, tu veux compléter? Oui, peut-être juste pour compléter sur les deux sujets, d'ailleurs il y a un point commun, c'est quel mécanisme de traçabilité et de preuve on met en place derrière ce type de lien. Alors sur le premier sujet des crédits, alors il y a effectivement les crédits carbone et on a un vrai sujet de confiance en fait dans le système aujourd'hui. Entre effectivement planter une nouvelle forêt, c'est beaucoup plus simple d'apporter la preuve en fait de la séquestration de carbone. Pour une forêt existante, c'est plus complexe. Donc ça c'est déjà un premier point. Et puis un deuxième point, il y a eu un certain nombre de scandales récemment justement sur des certificateurs et des méthodes de certification où au-delà de la séquestration du carbone, on construisait un scénario contrefactuel qui disait je conserve tel endroit et si j'avais pas fait cette action de conservation, la forêt aurait disparu. Et donc qui permettait aussi de générer des crédits carbone. Tout ça pour dire qu'en fait, dans les crédits carbone, il y a des crédits plus ou moins tangibles, et que tout le sujet aussi est d'arriver à bâtir l'infrastructure de preuve qui réussit et c'est là que la technologie aussi a un rôle à jouer. Il y a eu beaucoup de mécanismes par le passé qui ont été développés avec des coûts très importants pour apporter la preuve, en fait, et la comptabilité, qui venaient quelque part ruiner aussi l'économie de ces mécanismes carbone. Et donc là, il y a un vrai sujet aussi d'amélioration de la preuve pour étendre et justement pas avoir un effet halo où pour quelques opérations, un certain nombre d'opérations quelque part peut-être un peu borderline, ça vient jeter l'opprobre sur le reste des crédits climat. Je veux juste dire, on n'a pas une monétarisation, il y a les crédits carbone, mais ce qui est en train de se développer aussi aujourd'hui, c'est aussi les crédits biodiversité. Donc on en a parlé à un moment donné, c'est-à-dire que c'est important aussi, la forêt ne délivre pas que des bénéfices climat, c'est aussi le milieu qui entretient le plus d'abondance en termes de biodiversité, et donc est en train de se développer actuellement des méthodes pour de la même manière pouvoir abonder en fait la valorisation des forêts par le carbone, par aussi la valeur qu'on peut donner aux vivants. Et donc va émerger, en tout cas je pense que beaucoup d'acteurs le souhaitent et on y travaille, dans les 3 à 5 ans à venir, un marché aussi des crédits biodiversité un peu plus large, il a toujours existé par le passé, mais qui soit aussi plus liquide et qui permettent en fait de flécher des investissements de ceux qui souhaitent contribuer pour financer en fait des projets de conservation ou de recréation de milieux naturels. Ça c'est pour la première question. Et finalement sur le deuxième, c'est évidemment compliqué sur le lien entre élevage et déforestation. Il y a évidemment le lien direct qui est plus facilement suivi, mais il y a aussi des liens entre guillemets indirects. On a parlé du soja, mais c'est pas que pour le Brésil, c'est aussi pour d'autres géographies où finalement c'est potentiellement du bœuf français qui nourrit au soja peut occasionner aussi de la déforestation. Donc la chaîne de causalité, elle n'est pas simplement un élevage de bœuf au Brésil versus la déforestation. Donc là aussi, c'est tout le sujet des entreprises qui aujourd'hui sont amenées à faire des claims, à dire moi je me donne comme objectif d'être zéro déforestation, mais il faut le prouver. Et pour le prouver, là aussi, il faut arriver à justifier, parce qu'encore une fois, la grande majorité est déjà sur des espaces qui ont été déforestés déjà il y a longtemps, entre guillemets, donc on n'occasionne plus de déforestation, mais il y a encore une frontière qui grignote et qu'on arrive à tracer pour se dire que mes approvisionnements ne sont pas dans cette frontière qui continue à grignoter la forêt. Voilà. Donc là aussi, alors, marginal, voilà, enfin, tout va dépendre des géographies, des lieux. Merci Guillaume. Moi, je pense que tu as encore une ou deux questions. Il y a pas de questions. Quelqu'un a levé la main. Mais n'hésitez pas, sinon il y a aussi le... Voilà. On va faire les choses en ordre. Alors au fond, et puis après on viendra au deuxième rang. Là nous allons au 15e rang. Ça arrive. Bonjour. Pourquoi on écoute quand même? Moi j'ai une question sur... Oui, Latifa Nanadoum de Bearing Point. J'ai une question côté Brésil sur l'engagement communautaire. Ma question c'est de savoir est-ce que dans les stratégies que le gouvernement met en place, est-ce qu'il y a une consultation des communautés locales, des autochtones, et si oui, comment est-ce que leur savoir traditionnel peut être pris en compte dans la définition de vos stratégies?
Merci pour votre question. C'est très important pour le Brésil, la consultation aux populations locales. On a déjà l'exemple du sommet amazonien qui a été fait en août. Et ça a été précédé pour beaucoup de consultations, non seulement au Brésil, mais dans les autres 7 pays amazoniens. Et c'est quand même inscrit dans la déclaration de Belém qu'on a signé en août. Ça sera le même cas et ça, on est en train de le faire aussi pour la COP du climat en 2025 et pour toutes les autres politiques qu'on a remis en place dès janvier passé. Merci. Merci, monsieur. Alors, oui, pardon, deuxième rang. Bonsoir à tous. Je m'appelle Rubens Bragnolo, je viens du secteur privé, je travaille dans la biotechnologie. J'ai 2 questions aussi, ça va être rapide, j'espère. La première question, c'est monsieur le ministre Maciel, parce que je suis compatriote de vous. C'est par rapport, est-ce que vous voyez des différences? Vous avez mentionné que le Brésil est revenu et de retour pour la préservation de l'environnement. Maintenant, avec les changements de gouvernement, est-ce que vous voyez une différence d'engagement avec nos voisins par rapport à ça? Ici, il y a une différence. Qu'est-ce que le Brésil fait d'un point de vue diplomatie, même d'importance dans ce domaine? Qu'est-ce que le Brésil fait pour travailler avec nos voisins? Non seulement la Colombie, par exemple, l'Équateur, mais aussi la Bolivie pour le Pantanal, par exemple. Donc ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est pour M. Nouveau. C'est par rapport à votre vision avec ICARE, c'est juste ma compréhension. Est-ce que vous voyez ICARE comme un outil, par exemple, comme on voit aujourd'hui EcoVadis, par exemple, avec les RSE, qui ça va s'utiliser pour partager aussi de reporting et des résultats de la biodiversité, et comme ça les sociétés, et les fournisseurs et clients vont pouvoir partager ce type d'informations pour essayer de monter le niveau des résultats. Merci. Merci pour les 2 questions. Monsieur le ministre, peut-être en premier sur les relations avec vos voisins. Merci pour votre question. Obrigado. Bien sûr, je pense que j'ai parlé de la OTCA. On a relancé la OTCA, l'Organisation du traité de coopération amazonien. C'est une organisation internationale basée à Brasilia qui suit en temps réel tout ce qui concerne le climat et la biodiversité dans l'Amazonie. Ils ont le moyen pour faire ça. Et on a retrouvé l'esprit de coopération avec ses voisins dans la OTCA. Et le sommet d'août, c'est le plus grand symbole qu'on a à ces rapports. Mais aussi, en janvier, fin janvier, on a fait le sommet de la CELAC, la communauté des États latino-américains et des Caraïbes. Il s'agit de plus de 30 pays et on a fait une déclaration commune qui symbolise aussi l'esprit d'accords et de collaboration régionale pour travailler ensemble dans les domaines du climat et de la biodiversité, de l'environnement, dans tous les domaines environnementaux. Et plus précisément, aussi pour la coopération régionale, techniquement, on travaille avec l'Argentine et l'Uruguay dans les groupes ABU. C'est notre groupe négociateur, c'est le principal groupe négociateur du Brésil, à part le G77, bien sûr, mais c'est les groupes qui parlent pour le Brésil et dans la COP du climat, par exemple. On va retrouver ça. En fait, ils sont réunis aujourd'hui et demain, et le début formel est le jeudi. Mais on est ensemble dans ces groupes aussi. C'est très important, cet esprit de collaboration régionale. La ministre des Affaires étrangères qui va être nommée en Argentine a visité le Brésil le dimanche.
Et elle a eu beaucoup de réunions à Brasilia dans un esprit de coopération aussi. Ça veut dire que c'est une chose stratégique pour la région. Merci. Merci beaucoup. Vous voulez dire quelque chose, monsieur? Oui, si vous permettez, s'il vous plaît, la question peut se poser également dans le cadre du bassin du Congo, hein, de la même manière. Est-ce qu'il y a une coopération inter-État sur ces questions d'environnement? Bien sûr que ça existe. Nous avons un organe technique permanent dans le cadre de la coopération en Afrique centrale qui s'occupe exclusivement des questions d'environnement. Avec une diplomatie environnementale forte, les experts de tous les pays de la sous-région se retrouvent à chaque fois autour de ces mêmes questions et de manière annuelle, c'est des sommets au niveau des chefs d'État pour parler des questions d'environnement, de la possibilité de multiplier les efforts de manière que chacun amène du sien et que tous parviennent à sauvegarder le bassin du Congo, la forêt du bassin du Congo et notre riche biodiversité. Donc les efforts diplomatiques se font au niveau régional, comme l'a si bien dit mon collègue ici du Brésil. Les forêts ne connaissent pas les frontières. Merci beaucoup pour ces deux éclairages très complémentaires. Guillaume, tu as une question pour toi? Juste sur le rôle, effectivement, ou la vision d'Aker. Alors, Aker comme Bearing Point, là, il y avait la question qui a été posée aussi à Lennart sur qui possède la donnée et qui la gère. Nous, en fait, à Aker comme Bearing Point, on est des cabinets de conseil qui sont là, en fait, pour être au service de leurs clients, pour mettre en place tel ou tel projet, notamment d'un certain nombre d'entreprises. À ce titre-là, on ne peut pas être nous-mêmes une agence de notation, un peu comme les Ecovadis, qui doit être complètement indépendante, en fait, et qui n'a pas comme client les entreprises, en fait, pour lesquelles qu'elle note, si vous voulez. Donc, par contre, tout à l'heure, on a parlé du développement de méthodes, hein, comme il y a le bilan carbone, il y a le bilan biodiversité. Nous, on développe des méthodes, justement, pour évaluer si l'entreprise a un impact fort ou pas, si les mesures qu'elle met en place sont à la hauteur de ses enjeux. Et c'est ce qu'on a fait, par exemple, avec une agence de notation qui s'appelle Iceberg Data Lab, hein, qui utilise les méthodes qu'on développe, en fait, pour elle-même noter des milliers d'entreprises. Voilà. Donc, c'est plutôt le rôle qu'on a, plutôt que nous-mêmes de noter nos clients, ce qui poserait des problèmes de déontologie. Chacun son métier. Voilà. Je pense qu'on a le temps peut-être de deux dernières questions, oui? Oui. Merci pour vos interventions. Ma question porte sur l'exploitation forestière, et s'adresse à la fois à M. Ngolo et M. Maciel. Le Brésil et le Gabon sont recouverts majoritairement de forêts. L'exploitation forestière représente donc une part importante du PIB de ces pays. Comment cette industrie-là peut intégrer les sujets de préservation de la biodiversité tout en maintenant cette industrie? L'équilibre entre l'économie et... C'est un vrai débat. Oui, c'est bien ça, l'équilibre entre l'économie et les besoins de conservation de l'environnement. Nous l'avons quelque peu égrené dans nos communications, tous les deux. À savoir que, bien sûr que nos États ne peuvent pas rester sans pouvoir vivre. Et on ne peut vivre que des ressources disponibles dans nos territoires. Pour le cas du Gabon, la forêt représente une ressource très importante. Alors, le travail d'exploitation forestière se fait, mais tout en conciliant avec les besoins de préservation. Encore une fois, nous avons défini clairement un plan d'affectation de terre qui s'intéresse à ces questions pour dire les exploitants forestiers, si vous voulez bien vous implanter chez nous, ou ceux qui existent, voilà des parties de terre qui vous sont, destinées, mais n'allez pas au-delà. Voilà le calibre d'arbres qu'il faut abattre, mais n'allez pas au-delà. Et donc tout cela est respecté et suivi par les techniciens de l'administration qui au quotidien suivent ces questions de manière qu'il n'y ait pas de débordement. Donc l'équilibre est bien respecté et jusqu'ici le problème ne se pose réellement pas. Merci. Merci. Pour l'Amazonie brésilienne, la question qui se pose d'un côté, c'est la question d'opération de commandement et contrôle qu'on a recommencé plus intensément, mais ça ne suffit pas. On doit aussi chercher et trouver des solutions. Il y en a beaucoup.
des solutions qui passent par l'innovation, par la bioéconomie. Et il y a des exemples partout dans l'Amazonie, au Brésil aussi, et des solutions qui peuvent offrir un développement durable et la préservation associée. C'est pas un rêve, c'est une réalité possible et avec des exemples très concrets qui se sont déjà passés dans l'Amazonie et des autres qui sont en train d'être développés. Mais on doit toujours se souvenir qu'il y a beaucoup de gens dans l'Amazonie aussi. Et on doit trouver des solutions d'emploi, etc. pour les habitants de la région, comme les habitants des autres régions, comme les habitants de Paris aussi ont besoin. C'est la même chose. Et l'innovation et les économies, la bioéconomie nous offre beaucoup de possibilités en ce sens. Merci. Peut-être le temps pour une ultime question, s'il y en a une. Non, il y a un message. On va clore. Il y a une question? Non. Une fois, 3 fois, adjugé vendu. Bon. Je vais passer la parole à Madame Noël Partouche, qui représente précisément l'ambassadeur Didier Lebras dont je vous parlais au début, et qui a un mot d'amitié à nous transmettre. Merci Monsieur Mignot. Merci de votre invitation. Monsieur le ministre, bonjour, bonsoir. Tout d'abord, je tiens à présenter les excuses de l'ambassadeur Lebray qui, pour des raisons familiales, malheureusement, n'a pas pu être présent ce soir. Il est vraiment désolé, mais c'était suffisamment important pour qu'il ne puisse pas venir. Il ne manquera pas le prochain rendez-vous que Monsieur Mignot vous rappellerait la date. Je crois que c'est début de l'année prochaine. Alors, j'accompagne l'ambassadeur Lebray dans la préfiguration de l'Académie diplomatique du Quai d'Orsay, car le ministère des Affaires étrangères français a pour l'instant une école pratique des métiers de la diplomatie, mais n'a pas encore, à l'instar d'autres pays, une académie à proprement parler. Le projet de l'académie, pour vous le résumer en quelques mots, se construit en 3 axes, disons. On pourrait parler de 3 pattes. Tout d'abord, la formation en interne. Donc ça, c'est un peu la cuisine interne, la formation des diplomates français. C'est à la fois les agents, donc les diplomates, mais aussi les agents consulaires, parce que c'est une grande partie de l'activité diplomatique aussi française à l'étranger. On assure aussi la formation interministérielle, donc d'agents qui ont une dimension internationale dans leur travail, donc par exemple les agents de Bercy. Le deuxième axe de l'académie, qui est plus nouveau, c'est de mettre en place une démarche de recherche-action, non pas de faire de la recherche au sein de l'académie, parce qu'il y a déjà de grandes écoles, de très bonnes universités en France et à l'étranger qui produisent de très beaux travaux. En revanche, l'académie a vocation à se devenir une interface entre les théoriciens et les praticiens afin de créer un espace de dialogue qui peut servir les deux milieux. Et enfin, le troisième axe sera l'animation d'un réseau, puisque vous vous doutez bien que le quai a un énorme réseau, que ce soit par les anciens élèves des établissements français à l'étranger, mais aussi par les diplomates étrangers qui passent par nos établissements. Je pense notamment au réseau des alumni de l'INSP, donc la nouvelle ENA. Donc l'idée sera que l'académie diplomatique anime, crée des événements pour plus de cohésion dans ces réseaux. En termes de calendrier, l'ambassadeur Lebray va soumettre son rapport le 20 décembre à la ministre et l'académie sera créée courant de l'année 2024 pour vraiment être lancée à la rentrée 2024 et monter en puissance à partir de 2025 avec tous les nouveaux programmes
notamment en lien avec la recherche et l'animation du réseau, qui seront vraiment lancés à partir de fin 2024, début 2025. Alors, vous allez vous demander peut-être pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça maintenant. D'abord parce que dans le cadre de la troisième mission de l'Académie, qui est la mission d'animation du réseau, l'Académie entend tirer parti du temps de séjour des diplomates étrangers à Paris en proposant des formations au long cours du type du SHED. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du SHED ou de l'IHEDN. Donc le SHED, c'est l'équivalent de l'IHEDN OK. Pour l'instant, c'est peu connu. C'est le cycle des hautes études internationales et diplomatiques. Donc il s'agit de formations. C'est 2 jours par mois où il y a à la fois des gens du secteur privé et du secteur public et aussi des diplomates français et étrangers qui découvrent l'activité diplomatique française. C'est aussi l'occasion de voyages à la fois en France et à l'étranger. Ensuite, dans la perspective d'une recherche-action, évidemment, l'Académie diplomatique projette de mettre l'Afrique au cœur de ses activités, à la fois en accompagnant des chercheurs et à la fois en soutenant des recherches, aussi à travers l'activité des opérateurs, évidemment, du quai. Voilà. Donc, on sera très heureux de vous en dire davantage à une prochaine occasion, sans doute lorsque l'ambassadeur Lebré pourrait être là. Merci de votre attention. Merci. Alors, encore 1 minute de patience, le temps de faire la photo de famille des panélistes. Vous ne bougez pas, après on a le droit de monter au 3e pour le cocktail. J'aimerais bien que nos amis du CIAN soient tous là, parce que j'ai rarement vu un bloc de 4 en même temps. Cher Étienne, viens faire la photo. Et n'oubliez pas en repartant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, de prendre le rapport, il est là. Sur la salle. Bah oui, c'est ça. Sur le côté. Sinon, vous mettez. Je fais ça un petit peu. C'est une photo, donc il n'y a pas le son. Si j'avais su, j'aurais mis mon pins isolé. Allez, quelques-unes sont. Merci. Et merci à nos intervenants quand même, avant de... Je pense qu'on peut applaudir nos intervenants quand même.